Bon, il faut vraiment que je vous parle d'un truc. Il y a de ça 1 an, j'ai été contacté par une amie qui travaille au Conservatoire d'Espaces Naturels Rhône-Alpes. Ils avaient clairement besoin de moi, et ils allaient me confier une mission. Tenter de conquérir le monde. Non, pas celle-là. Enfin, pas tout de suite. Là, c'est plutôt en lien avec les fourmis. Allez, venez, je vous explique tout. Avant de prendre la route comme un petit fifou pour réaliser cette glorieuse mission, on va commencer par le début et se poser quelques questions. Et la première, forcément, c'est quoi le Conservatoire d'Espaces Naturels ? Je travaille au Conservatoire d'Espaces Naturels Rhône-Alpes, qui est une association implantée sur 5 départements, l'Ardèche, la Drôme, la Loire, le Rhône et l'Ain. Nous, on travaille essentiellement en œuvre pour la préservation de la biodiversité, mais avec un ancrage territorial assez fort. On travaille beaucoup avec tous les acteurs locaux, donc que ce soit les agriculteurs, les chasseurs, les différents propriétaires de nos sites. On fait aussi des animations nature, de l'animation territoriale, et on essaie de un peu mettre les différents acteurs des territoires en réseau autour des questions de préservation de la biodiversité. Et c'est via ce dernier point que je suis censé intervenir. L'idée du CEN, c'est de mettre en réseau le temps d'un week-end un lot de spécialistes, ou d'amateurs, afin d'inventorier des espèces animales ou végétales que l'on trouvera sur un domaine dont ils ont la gestion. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en Ardèche, entouré de spécialistes aux connaissances multiples. Et moi, au milieu de tout ça, avec pour mission d'identifier les fourmis. Arrivé sur site, je découvre avec plaisir un territoire très riche. La zone s'étend sur 7 hectares, avec une multitude de biotopes différents. Et pour cause, le site est géré de façon à avoir un espace jardiné à l'entretien raisonné, qui reste très sauvage, ainsi que des espaces laissés libres à une diversité florale naturelle. Rajoutez à cela des zones garnies de bassins, une zone boisée qui entoure le site, une pente douce exposée sud-est, et vous avez un cocktail idéal pour une explosion de biodiversité. Le site est vraiment splendide et appelle à la rêverie, mais j'ai quand même une mission, celle d'identifier les fourmis. Durant mes études, j'ai appris à cartographier des végétaux, via la méthode simple du quadrat. En gros, on fait des carrés de même dimension, on identifie tout ce qu'il y a sur cet espace et on le dessine. Mais avec des fourmis qui ont quand même tendance à ne pas rester en place, je ne savais pas trop comment faire. Je n'avais pas envie de fonctionner en mettant en place des pièges ou des placettes d'observation. L'idée principale, c'est d'avoir une idée globale des fourmis qui sont présentes sur ce territoire. Mais alors, comment faire ? Eh bien, je vais appliquer une méthode simple, mais très scientifique, dite de déambulation, en essayant de diversifier bien sûr au maximum mes zones. Pour identifier mes fourmis, je vais me reposer sur 3 critères d'observation. Un premier lié à leur environnement, voir comment elles ont façonné leur espace, tous les petits indices de présence. Un autre lié à leur comportement, est-ce qu'elle est seule, est-ce qu'elles sont en groupe, est-ce qu'elles fuient. Et un dernier plus scientifique lié forcément à leur aspect global. Maintenant que ma démarche est en place, il ne me reste plus qu'à m'équiper pour partir à la chasse à la fourmi. Je prends de quoi les filmer, une loupe, des tubes Eppendorf si je dois faire des prélèvements, et mon guide de terrain Delachaux qui m'aide beaucoup. Le premier indice que je trouve me saute aux yeux, car il est bien visible et présent sur une grande partie du domaine. Vous le voyez vous aussi ? C'est ce marquage-là dans le sol. C'est ce qu'on appelle une autoroute. Une ligne de passage de fourmis bien marquée et toute nettoyée pour faciliter leur déplacement et donc leur rendement. En suivant cette autoroute, je me rapproche du sol et je tombe sur un amas de cuticules de graines. C'est cette enveloppe qui la recouvre et la protège, mais il n'y a plus les graines à l'intérieur. Au bout de cet amas, j'arrive sur un petit monticule qui sort de terre, avec quelques fourmis qui s'affairent tout autour. C'est forcément une des entrées de leur nid. On y voit une grande activité, pas mal de fourmis réunies ensemble, et bien sûr tout un lot de déchets de graines tout autour. J'observe aussi que ces fourmis ont une taille différente entre elles, on appelle ça du dimorphisme. 3 tailles sont présentes, les minors, médias et majors. Ici, on voit bien un major, avec sa tête très volumineuse. Son rôle principal est de concasser les grosses graines. Il ne faut pas le voir spécialement comme un soldat, même s'il peut prendre ce rôle en cas de défense de territoire. Bon, maintenant, penchons-nous un peu plus sur cette fourmi. Elle est de couleur noire, intégralement. Un noir plutôt brillant, avec une légère pilosité. Il y a 2 appendices qui relient le thorax à l'abdomen. On appelle ça un pétiole. Du coup, là, c'est un double pétiole, ce qui m'emmène directement sur la famille des Myrmicinae. Maintenant que l'on a plein d'informations sur elle, on va essayer de les utiliser pour savoir qui elle est. Alors, on sait qu'elle est granivore. Elle concasse des graines qu'elle mélange à sa salive pour en faire un pain de fourmi, qu'elle pourra ensuite éparpiller dans la fourmilière afin que la colonie s'en nourrisse.
J'ai pu observer aussi qu'elle dégage des pistes pour accéder plus rapidement à sa ressource, et que ses nids sont généralement bien visibles. Et on finit avec les derniers éléments primordiaux. Elle a un double pétiole, on observe un dimorphisme dans la même colonie, et elle est de couleur noir brillant avec un peu de pilosité. Je rajouterai aussi que les majors ont une tête significativement grosse. Tous ces indices m'amènent facilement à trouver le genre, et je sais que certains et certaines d'entre vous l'ont déjà trouvé aussi. C'est une messore, et ici je dirais même que c'est une messore capitatus. Voilà donc une première espèce d'identifiée. Pour les suivantes, je vais garder la même méthodologie, et on va voir ce qu'on pourra trouver. La prochaine est une des fourmis les plus emblématiques du sud de la France. Clairement, nos amis nordistes peuvent nous l'envier. Ce qui nous saute directement aux yeux avec elle, c'est son déplacement très rapide, sans direction franche, comme si elle balisait constamment son environnement. On la retrouve tout aussi facilement au sol que dans les arbustes, et on peut voir aussi qu'elle a du dimorphisme, comme ici avec un beau major. Son occupation au sol reste très étalée, elle ne fait pas de lignes ou de gros rassemblements, et elle n'est pas très agressive ni trop heureuse face à ma présence. Même si j'ai pu observer des comportements assez étranges de défense ou de déplacement en force. Les nids quant à eux sont à même le sol, parfois sous une pierre, dans tous les cas peu visibles, avec pas beaucoup d'ouvrières autour, ça reste assez discret, bien loin pour celles et ceux qui connaissent des monticules de tétramorium ou des cratères des messores. Bon, maintenant penchons-nous un peu plus sur cette fourmi. Déjà, on peut voir qu'elle n'est pas entièrement noire, elle a le mésosoma rougeâtre. Le gastro aussi a des colorations un peu rouge, un peu ocre, avec quelques poils éparpillés dessus. On voit aussi un long pétiole, très visible, et de longues antennes. Maintenant qu'on a tous ces indices, on va pouvoir essayer de l'identifier. Alors on n'avait pas besoin d'aller aussi loin car sa coloration et sa taille sont vraiment spécifiques à cette espèce, mais c'est toujours intéressant de collecter des données en nature sur nos fourmis. Je pense que beaucoup d'entre vous l'avaient en tête dès la première image, mais nous sommes ici en présence de Camponotus cruentatus, clairement très présente sur le site, pas autant que la messore précédente, mais elle occupe plus d'endroits diversifiés. Bien sûr, cette méthode n'est pas exhaustive. Elle permet surtout d'aller vite, afin de se faire une première idée du cortège d'espèces présentes sur le site. Et elle demande d'avoir déjà un certain regard sur les fourmis. Et il m'arrive de buter sur des espèces, et de m'arrêter au genre. Comme ici, avec ces Camponotus toutes noires. Alors j'ai bien des idées, et dans le rendu que je ferai au CEN, je leur donnerai mes hypothèses, mais je ne peux rien certifier. Pour ça, il faudrait que je fasse un envoi de spécimens à Antarea. Les indices que je collecte sur elle me font penser à Camponotus aethiops. J'ai eu une petite hésitation avec Camponotus pisceus, mais comme je ne suis sûr de rien, je marquerai uniquement Camponotus sp. Pareil pour cette belle formica en pleine récolte de nourriture. Je n'observe aucun dôme autour de la zone, donc je peux potentiellement enlever les sous-genres formica au sens strict, tels que Pratensis ou Rufa. Par la coloration et sa répartition, je peux me rapprocher de Rufiberbis, ou d'un sous-genre de Raptiformica. Dans tous les cas, aucune certitude, donc je vais m'arrêter à Formica sp. Forcément, dans ma déambulation, je vais croiser des petites fourmis. Pour certaines, c'est facile, comme celle-ci qui est très commune en France. Son gastre en forme d'as de pique ne peut pas nous tromper, ainsi que sa coloration bien spécifique. Et c'est sans surprise que je tombe sur les Crématogastères scutellaris. Tout aussi commune et une grande habitude de nos jardins, je tombe sur une petite Lasius toute noire en train de se désaltérer. Alors pareil, impossible pour moi d'aller jusqu'à l'espèce, du coup je vais la noter SP noire. En voilà une que j'attendais forcément sur ce territoire. Très commune, et malgré le fait qu'elle soit toute petite, elle n'est pas vraiment discrète, donc facile à observer. Comme on peut le voir avec ce qu'elle trimballe entre ses mandibules, c'est une fourmi assez agressive, qui n'hésitera pas beaucoup à attaquer les autres petites bêtes qui croiseront sa route, ainsi que d'autres fourmis, même bien plus grosses qu'elle. On peut même voir ici qu'elle entrepose les restes de grosses Camponotus autour de son nid. Peut-être un moyen de dissuasion. En tout cas, ça me fait penser au film Predator lorsqu'ils exposent leurs trophées. Pour l'identifier, rien de plus simple quand on tombe sur cet individu. Un beau major avec une tête beaucoup plus large que son corps. Je suis donc bien en présence de Phédole pallidula. Celle-là, je suis tombé dessus au hasard. Elles étaient en plein déménagement. Une belle colonne de fourmis qui se déplacent discrètement sous les feuilles, avec leur couvain dans les mandibules. Elle est assez petite, vive, toute noire. Et quand on la prend dans nos mains, elle peut sentir le beurre rance. Une des rares fourmis françaises à être nomade, donc à changer régulièrement de nid. Alors, vous avez une idée ? Et là, hop, une petite dernière. Vous l'avez vue ? Attendez, on va remettre. Elle, si on veut la trouver, il faut être bien attentif et ne pas être pressé. Elle fait partie de nos fourmis les plus petites. Elle va faire des toutes petites colonies qui vont se loger dans des glands ou des tiges creuses. Pour moi, et avec une loupe, elle fait clairement partie des fourmis les plus belles de France. C'est la Temnothorax.
Au final, ce week-end a été une expérience incroyable. J'ai adoré que l'on m'offre l'opportunité de travailler à lister les espèces de fourmis présentes sur un site. J'ai pu rendre aux scènes un petit rapport avec ma méthodologie, des pistes d'amélioration pour une prochaine fois, et bien sûr le listing complet de mes trouvailles. Alors bien sûr, je n'ai pas passé le week-end entier à observer les fourmis. Il y avait plein de spécialistes sur plein de sujets différents. Du coup, forcément, j'en ai profité. J'ai pu regarder les méthodes de prélèvement au filet pour certains arthropodes, notamment pour les punaises sur les graminées. Les soirées, elles, étaient animées par les toiles tendues et éclairées afin de déterminer les papillons nocturnes. Le tout ponctué de petites balades où l'on s'amusait à identifier tout ce que l'on rencontrait. Et on a eu de belles surprises. Alors moi, forcément, devant tant de bonheur, ça me donne des idées. Et j'ai eu envie de partager ces moments avec des amis, des connaissances, ou faire des rencontres. Mais est-ce possible ? Et dernière question, Cécile, est-ce qu'un week-end spécialisé fourmis avec des intervenants venant un peu partout en France, pourquoi pas des youtubeurs aussi, pour finir sur une vidéo fourmis sur le site, est-ce que ça serait intéressant ? Eh ben oui, pourquoi pas, tout est envisageable. Salut, j'y connais rien en fourmis, mais je me suis laissé embarquer. Un événement comme celui-ci avec du si beau monde, évidemment que je suis super chaud et que je serai là. Ah, ça promet d'être une belle aventure. Ouais, je vais venir, je pense, pour le week-end en Ardèche. Mais ça sera une autre histoire. À bientôt. Une arme secrète de terre, je vais regarder. Moi aussi.